Bonjour mes amis, mes collègues. Je tiens tout d'abord à remercier les membres du bureau de l'association casablancaise de gastroentérologie, tous les membres du bureau, professeur Nhayoun, président, docteur Halouki, la cheville ouvrière de cette association, et tous les membres du bureau, je risque d'en oublier, pour cette aimable invitation. Cette journée des pathologies, comme je l'ai déjà dit l'année dernière, est devenue une journée non plus casablancaise, mais une journée nationale consacrée à les pathologies. Et à cet égard-là, je remercie les membres du bureau pour leur implication. Bravo pour ce travail très très important. Et chaque année, le programme très riche, très instructif. Je vous félicite pour la pérennité de cette journée et je vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Merci, M. Saïd. Alors, à mon tour de remercier l'AGPC, donc les membres du bureau, pour leur invitation et les féliciter pour ce programme alléchant. Donc, sans plus tarder, je donne la parole au professeur Bnezouz qui va nous parler du traitement systémique du carcinome hépatocellulaire sur cirrhose. Chers amis, c'est bon? Très bien. Chers amis, bonjour. Je voudrais vraiment féliciter et remercier l'AGPC pour cette belle journée. Nous sommes à la 18e. Je suis vraiment honoré de ne rater aucune. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à nos amis français, membres de la FEF, leur souhaiter la bienvenue. Et le rapport durant cette journée est un apport considérable. Et je salue l'amitié maroco-française, notamment avec la FEF. Vous parlez du carcinome hépatocellulaire en 2024, et notamment sur son aspect traitement médical systémique, est un challenge. La raison, c'est que, un peu mot d'histoire, depuis 2007, il y a eu un seul médicament. C'est le classique sorafenib, qu'on a eu au Maroc très tôt, qu'on a utilisé dans nos services. Nous avons pas mal de malades qui ont été traités par ce médicament. Et depuis, silence radio. Silence radio jusqu'à 2017. Pendant 10 ans, on n'avait rien. C'était le seul médicament disponible. Depuis 2017, avec l'essai qui a donné l'AMM au regorafenib, on assiste à une explosion. On assiste à une explosion avec beaucoup de médicaments qui ont eu l'AMM et l'hépatologue peut être un peu perdu, vu le nombre de possibilités thérapeutiques qui nous sont offertes. Et c'est la raison pour laquelle, avec nos amis à la GPC, on a programmé cette réunion pour que les hépatologues, les gastro-entérologues, en 2024, au sein de ce nombre de molécules disponibles, comment doit-on s'en sortir de manière très simple et de manière objective. Je vais traiter dans l'ordre. Après une petite introduction sur le diagnostic. Chez qui traitement systémique en 2024? Comme vous le savez, on ne le faisait que pour les malades au stade avancé, c'est-à-dire stade C, de BCLC. La question aujourd'hui, est-ce que quelque chose a changé et on peut aujourd'hui proposer ce médicament au stade précoce, voire même très précoce? Est-ce qu'on pourra aussi le proposer aux malades au stade intermédiaire pour lesquels il n'y avait qu'un seul traitement qui était la chimio-embolisation, TACE, donc sous différentes formes, conventionnelles ou non. Et bien sûr, comme vous le savez tous, la première indication et la plus ancienne depuis 2007, c'était le traitement avancé. Après, préciser les indications, et c'est quelque chose de très important pour les hépatologues, pour savoir quand référer leurs malades. Il y a parmi nous ceux qui les traitent, moi j'en fais partie, je traite mes malades moi-même. Est-ce qu'il y a des traitements avec des paliers? Première ligne, deuxième ligne, est-ce qu'il y a un traitement de troisième ligne? Et j'aborderai enfin un aspect particulier. C'est le carcinome hépatocellulaire sur MASLD, c'est-à-dire la classique NAFLD, ou la MASH. C'est un aspect particulier auquel je vais consacrer quand même 3 ou 4 slides. Depuis 2023,
depuis des années, on utiliserait l'imagerie pour le diagnostic. Aujourd'hui, j'invite tous nos amis à être exigeants avec les radiologues et d'exiger la classification de l'ARATS de 1 à 5. On parle le même langage et on estime le risque de carcinome hépatocellulaire. Et on a aujourd'hui, comme vous le savez, plusieurs stades, vous les voyez, jusqu'à, bien sûr, le carcinome hépatocellulaire, vous voyez, le LRNC, le LRTIV, le LR1, le 2, le 3, le 4, le 5, qui est le classique CAC dans sa forme typique. L'imagerie est le moyen diagnostique le plus important. Il l'est toujours. Cependant, il y a des indications où la biopsie est obligatoire. Les critères d'imagerie ne sont valides que lorsque le malade est cirrhotique. Les critères d'imagerie ne sont valides que lorsque la cirrhose n'est pas d'origine vasculaire. Ces critères ne sont pas adaptés et la biopsie est obligatoire. Ces critères ne sont pas valides lorsque nous avons une hépatite B avec facteur de mauvais pronostic, essentiellement le PHB, qui est basé sur, comme vous le voyez ici, sur l'âge, le sexe et le nombre de plaquettes. Vous avez un malade PHB score inférieur à 9, non, ce n'est pas l'imagerie, c'est l'histologie. Vous avez un même malade, hépatite B, PHB supérieur à 9, là, les critères d'imagerie peuvent être utilisés, on n'aura pas besoin de faire une PBF. Pour le LIRADS-M, souvent ça peut être un hépatocarcinome ou un cholangio-hépatocarcinome, parce que l'imagerie n'est pas très spécifique. Et là, la biopsie est obligatoire. Et pas mal de malades, ces derniers temps, je ne sais pas ce qui se passe, c'est des malades hépatite B, j'en ai eu 5 cholangio-hépatocarcinomes à la biopsie. Malade hépatite B, cirrhose B, c'est des cholangio-hépatocarcinomes, c'est les classiques LRM, où la biopsie est obligatoire. Et la biopsie peut être discutée en RCP lorsque vous avez un LR4 et lorsque vous avez un RTIV, c'est-à-dire endoveineux, envahissement endoveineux. Voilà l'imagerie et voilà l'indication de la PBF. J'arrive à l'alpha-fétoprotéine. On a toujours dit que lorsque l'AFP est supérieur à 400, le diagnostic de CAC peut être posé avec certitude. La réponse est non. Il y a des alpha-fétoprotéines amyles et ce n'est pas des hépatocarcinomes. Et c'est la raison par laquelle l'AICLD en 2023 a dit que la seule augmentation de l'AFP ne peut pas être un moyen pour donc poser le diagnostic. Donc, lorsque nous avons une imagerie caractéristique, oui, avec l'AFP, ça va avec. Mais lorsque vous avez une imagerie non caractéristique, même avec un taux d'alpha-fétoprotéine élevé, attention, vous faites une PBF. L'alpha-fétoprotéine, aujourd'hui, est considérée essentiellement comme un marqueur pronostic. Et on va le voir. Il intervient dans la transplantation, il intervient dans le traitement systémique. C'est un marqueur biologique et c'est l'un des seuls marqueurs biologiques, notamment dans la thérapie systémique qu'on va voir. On ne peut pas, et en aucun cas, décider du traitement d'un hépatocarcinome sans un staff multidisciplinaire. Aujourd'hui, on ne pourra plus décider de traiter un hépatocarcinome seul dans son bureau. La raison, parce qu'il faut une évaluation multiple. Et je la résume en 2 pôles. Mais au chaque pôle, les pathologues, il y a les pathologues médicaux, il y a le chirurgien hépatobiliaire. L'oncologue, il y a l'oncologue médical, il y a celui qui fait la radiothérapie stéréotaxique. Il y a celui qui va faire de la radioembolisation. Il y a le radiologue qu'on a besoin pour faire de la chimie-embolisation. Et c'est vraiment toutes ces compétences unies qui décideront pour la bonne décision pour tel ou tel malade. L'évaluation oncologique et pathologique a été faite jusqu'à 2018 sur la base du CHILD et de l'HTP significative. Récemment, dans la version révisée du BLC de 2022, on a ajouté 3 choses. On a ajouté l'AFP, on a ajouté l'Albiscore et on a ajouté le MELD. Bien sûr, on a toujours gardé le CHILD, qui est la principale référence. Ça date du temps des temps, il reste toujours là. Pourquoi avoir ajouté ces 3 marqueurs dans le BCLC ? Tout d'abord, le MELD. Je prends cette étude, Kuchi. Moins de 9, vous opérez un malade, moins de 9 de MELD, vous aurez 0% de décompensation post-opératoire, c'est-à-dire insuffisance hépatique post-opératoire. Et vous aurez moins de complications. Je prends l'autre côté, vous opérez et vous réséquez un child, un MELD supérieur à 11. Vous passez de 0, insuffisance post-opératoire, à 37. Et vous passez des complications post-opératoires à quelque chose qui fait 8, et vous le multipliez par 10. Vous êtes à 80. Inclure le MELD
et calculer le MEL chez les malades chez qui, et vous allez voir que c'est important aussi pour dans le traitement systémique. Important d'inclure le MEL. Donc, dans le dossier initial et dans l'évaluation initiale, le MEL est un standard. Pourquoi avoir inclus l'ALBI? L'ALBI, il existe aujourd'hui sous deux formes. Dans sa forme native, la première, et dans sa forme modifiée. Dans la forme native, il y a 3 stades. Il y a l'ALBI 1, l'ALBI 2 et l'ALBI 3. C'est quoi ALBI? C'est albumine, bilirubine. C'est de l'objectif. Comparé au child, on a l'encéphalopathie que quelqu'un peut évaluer à 1 degré, l'autre va l'évaluer à moindre, et on a l'acide qui peut être là, qu'on peut trouver, qu'on peut pas trouver, qu'on peut évaluer de manière différente et qu'on peut scorer de manière différente. Donc nous avons 2 variables subjectives. L'albumine et la bilirubine, n'oubliez pas qu'ils font partie du score de child et qu'ils sont, elles, objectifs. Eh bien, l'ALBI, on n'inclut que ces 2 variables objectives. Et ça se calcule gratuitement sur donc l'Internet. Vous pouvez rentrer et vous avez votre plateforme et vous calculez, vous entrez albumine, vous entrez bilirubine, où vous avez votre score ALBI. Récemment, les auteurs japonais, vous avez les références en bas, il y en a plusieurs, ils ont inclus 2 stades dans l'ALBI 2. Et ce n'est pas pour rien. On a l'ALBI 2A et l'ALBI 2B. Et vous voyez les valeurs. Comment ils ont fait pour développer ce score? Eh bien, ils ont vu le marqueur, le traceur, le verre d'indocyanine qu'on utilise et qui est très important. À 15 minutes, moins de 30, vous êtes bien. Plus de 30, vous êtes mauvais. Et ils ont calculé. Avec ça, ils ont donné de nouveaux chiffres. Moins 2,2 et plus ou moins supérieur à moins 2,2. Et nous aurons maintenant ALBI 1, ALBI 2A, ALBI 2B et ALBI 3. ALBI 1, c'est réserve hépatique parfaite. ALBI 2A aussi, mais dès qu'on est dans l'ALBI 2B, attention, on commence à avoir des réserves hépatiques un peu réduites. ALBI 3, bien sûr, c'est mourir. Ils ont comparé le Child 5, qui est un Child A, et le Child 6, qui est un Child A. Le A, c'est le 5 et le 6. Et vous voyez qu'au sein du Child A, chiffré à 5, eh bien, vous avez différentes ALBI. On stratifie mieux les malades. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on a eu quand même 5% au sein des Child A qui sont finalement des malades à réserve hépatique relativement réduite. C'est pas beaucoup, mais c'est 5. Et lorsque vous prenez le Child 6, eh bien, vous êtes à 66% dans ces études des malades qui sont quand même à réserve, pas tout à fait bonne, comme on le laisse dire par le Child. Donc, coupler le Child au MELD et à l'ALBI dans sa forme modifiée vous permettra de mieux évaluer la réserve hépatique. Et combien c'est important pour décider? Combien c'est important pour décider? Et vous allez le voir. Je vous donne ici 2 études. Ici, c'est une étude, on a traité des CAC sur la base du Child. Et on a vu les résultats à long terme. Eh bien, les malades qui sont ALBI 1 ont une survie meilleure que les malades ALBI 2 et ALBI 3, alors que tout le monde est Child A. Donc, sûrement, il y avait, donc, au sein de ces malades Child A, des malades à réserve hépatique moins bonnes que les autres. Et vous voyez que les ALBI 2 et les ALBI 3, c'est à peu près la même chose. La raison, on a inclus sûrement des malades ALBI 2B qui se rapprochent plutôt de ALBI 3. Les malades ALBI 2A, ils se rapprochent du Child A, de ALBI 1. Et les malades qui sont ALBI 2B se rapprochent beaucoup plus des malades ALBI 3. Et lorsqu'on voit la thérapie systémique, la même chose, l'ALBI nous permet de mieux évaluer. Tout simplement pour vous passer un seul message. Calculer l'ALBI, c'est gratuit. Il est gratuit, mettez-le dans votre dossier. Pourquoi l'AFP a été prise en considération dans le BCLC dans sa version 2022? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas transplanter des malades sans avoir leur AFP. Le score AFP qui a été développé par Divo en France est un score aujourd'hui qui est excellent. Et c'est la base de la transplantation. Lorsque vous avez un score AFP supérieur à 2, le malade n'est pas un candidat à un CAC. Pourquoi? Vous pouvez avoir juste 700 d'alpha-fétoprotéines, votre malade sort de la liste de TH. C'est aussi un bon élément pour stratifier les malades pour la chimio-embolisation. Et aussi, c'est le seul marqueur. Malheureusement, ça, c'est un problème dans le traitement systémique. Nous n'avons pas encore les marqueurs biologiques qu'il faut. Le seul marqueur que nous avons, ou l'un des seuls qui fonctionne en clinique, c'est celui de l'alpha-fétoprotéine. Et pas pour toutes les drogues
pour celle-là, le ramucirumab, qui ne marche que chez les gens qui ont une alpha-fetoprotéine supérieure à 400. Et c'est un traitement qui n'est pas de première ligne, c'est un traitement de deuxième ligne. Le BCLC, dans sa forme actualisée, a gardé les mêmes standards. Le 0, le très précoce, le A, le précoce, l'intermédiaire, le B, l'avancé, le C, et le terminal, le D. Et comme vous le savez, jusqu'à 2018, la seule indication du traitement systémique était ce stade. On ne donnait pas de traitement systémique ni pour le B, ni pour le A, ni pour le stade 0. Eh bien, première information, on va le voir, les choses ont changé en 2024. Deuxièmement, le stade B est un stade, c'est un gouffre. C'est un vrai gouffre. Il y a dedans un peu du tout. Et aujourd'hui, dans le stade B intermédiaire, il y a 3 profils de patients. Ils sont tous des patients à plusieurs CAC. Ils ont un bon ALBI, un bon CHILD, un bon MELD. Ils ont un bon état général. Mais leur caractéristique tumorale n'est pas la même. Vous avez une atteinte diffuse, il est toujours intermédiaire, mais il ne pourra pas être traité de la même manière que quelqu'un qui a 3 ou 4 nodules. C'est une forme infiltrante, c'est un autre débat. C'est une forme bilobère, c'est un autre débat. Et c'est toujours des stades intermédiaires. Vous voyez, il y a un peu du tout. Si vous partez de l'autre côté, vous avez des malades qui ont 3 ou 4 nodules, qui ne sont plus candidats à un traitement curatif. Traitement percutané, transplantation ou résection. Mais en fonction de l'aspect des nodules, de ce que les entoure, est-ce que ça conflue, est-ce que ça conflue pas, quel est le taux d'alpha-fetoprotéine, quel est l'état de veine porte, est-ce qu'il y a un flux centripète, est-ce qu'il y a un flux centrifuge, eh bien la décision thérapeutique va changer. Le stade intermédiaire doit être staffé à la loupe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parmi les malades qui sont au stade intermédiaire, il y a des malades qui vont aller directement au traitement systémique. On ne fera pas de chimio-embolisation. Directement, traitement systémique. Et il y a ceux qui vont aller à un traitement systémique après avoir passé par 1, 2 ou 3 chimio-embolisations. L'objectif de ma présentation, c'est de vous montrer quels sont les malades qui sont au stade intermédiaire qui doivent aller directement à la chimio pour ne pas perdre de temps. Et quels sont les malades qui doivent aller à une chimio-embolisation, à un traitement systémique après chimio-embolisation, et sur quels critères? Quand est-ce que je vais dire à mon radiologue ou à l'équipe avec laquelle je travaille, non, on arrête à la deuxième, on arrête à la première, ou on se donne encore la chance pour une troisième. Sur quels critères? On va dire, à partir de quel moment doit-on passer à la au traitement systémique lorsque j'ai un stade intermédiaire qui est traité par TACE. Et ça, il ne faudra pas que le radiologue décide lui-même. Il faut que ça soit décidé au cours d'une RCP. Et bien sûr, il y a cette nouveauté qui date d'avril 2024, ou 23, pardon. Cette étude qui a été présentée donc à l'ASCO a ouvert une autre indication de traitement systémique. Ce sont les malades qu'on opère aujourd'hui pour des CAC curables. Moins de 5 cm, superficiel, pas d'HTP significatif, accessible, abordable, résection simple sous cellio ou par la parotomie. Aujourd'hui, on les opère et on les surveille. Il y a des malades qu'on traite par voie percutanée, micro-ondes ou radiofréquences. On les surveille aussi. Faut-il les traiter aujourd'hui par thérapie systémique? C'est une grande question. Et bien sûr, il y a le simple, c'est le malade avancé où l'indication ne s'oppose pas. Je vais insister essentiellement sur le 1 et le 2. Tout d'abord, traitement systémique en adjuvant, ça c'est une nouvelle indication. C'est-à-dire, on opère un malade qui a été réséqué par un chirurgien ou qui a été traité par voie percutanée radiofréquence et on va lui donner du traitement systémique. C'est quoi ce traitement systémique? C'est atezolizumab, immunothérapie. Cette étude phase 3, c'est IMbrave 050, c'est très connu. Vous voyez, ça a été présenté en 2023 en avril. Et cette étude, quand même, il a inclus 300 malades. Et il a stratifié les malades en fonction du
haut risque pour son CAC. Et ils ont considéré que le patient est à haut risque de récidive parce que, pour le savoir, le pourquoi de cette étude, juste un peu d'histoire, on opère les CAC, on les voit récidiver tous, 50%, 70% de récidive dans les 5 ans. Ça, c'est un classique pour ceux qui ont suivi ces malades. On est voué à la récidive, quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que la chirurgie seule, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Et c'est pourquoi on cherche des voies et des pistes pour améliorer ces résultats. Et on arrive à 2023 et on a pour la première fois, parce qu'il y a plusieurs tentatives, il y a eu le sorafenib, c'est l'étude STORM, il y a eu les traitements endovasculaires, tout ça c'était des échecs. Toujours, c'est 15 ans, 20 ans de recherche, échec en adjuvant dans le CAC. Et pour la première fois, on a cette étude. Mais cette étude a montré quand même un gain en matière de récidive, de survie sans récidive, 78 versus 65, et vous voyez le taux de récidive. Donc, il est positif, le P est à 0,03. Bémol, c'est une étude où le suivi n'a pas été au-delà de 2 ans. Pourquoi? Parce que vous savez, l'histoire naturelle d'un CAC opéré, il est en évolution bimodale. Avant 2 ans, plus 2 ans. Avant 2 ans, on considère que c'est une méta ou c'est une récidive. Au-delà de 2 ans, on considère que c'est un CAC de novo. Et ce n'est pas la même chose. Donc, j'aimerais bien savoir quels sont les résultats de cette étude au-delà de 2 ans. Je suis presque sûr qu'on va avoir les courbes qui vont se croiser. On attend. La deuxième question, est-ce qu'il faut utiliser les deux? Qui fait ce résultat? Est-ce que c'est le BEVA ou est-ce que c'est le Tecentriq, c'est-à-dire l'immunothérapie? On n'a pas de réponse. Il faut attendre. Quoi qu'il en soit, c'est une avancée. Et c'est une étude qui a montré qu'on réduit le taux de récidive chez des malades traités de manière résection curative au traitement percutáneo curatif. Et depuis l'ASLD en 2023, en décembre 2023, on a fait une recommandation très forte. Bien sûr, le niveau, il est niveau 2, un seul essai, phase 3. Et voilà aujourd'hui comment, aux États-Unis, comment l'ASLD a proposé, tout CAC traité de manière curative par une résection ou pas un traitement local doit avoir 1 an d'atézobep. C'est une recommandation, il est là, il vaut ce qu'il vaut, avec bien sûr le bémol qu'on n'a pas les résultats au-delà de 2 ans. Qu'en est-il des autres sociétés? J'étais allé voir le TNCD. TNCD dans sa dernière version, septembre 2023, c'est la dernière. J'ai pris un screenshot. Ils n'ont pas encore adopté. Et je pense que le rationnel, c'est qu'on n'a pas des résultats au-delà de 2 ans. J'étais allé voir les résultats de National Comprehensive Cancer Network, qui est un grand consortium, 36 centres d'oncologie à travers le monde. Aussi, ils disent qu'on doit attendre des essais qui sont en cours. Voilà, et l'ASLD, il retient de manière forte avec un niveau 2. Et c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui tous ces essais qui sont en cours. Et j'attends avec impatience, personnellement, le niveau, le Pembro et le Durvaltrimab, et pour savoir est-ce que ces résultats vont se confirmer. Nous aurons le résultat dans peu de temps. Ça a été publié dans ASCO Daily News en juillet cette année. J'ai terminé avec la première indication nouvelle du traitement systémique. Et j'aborde la deuxième indication du traitement systémique qu'on ne faisait pas. L'intermédiaire était essentiellement une chimio-embolisation. Qu'est-ce qu'on entend par un CAC au stade intermédiaire? C'est enfin, au sein de ce CAC, il a été décrit comme étant, c'est le VCLC, c'est un CAC multinodulaire avec une fonction hépatique préservée et avec un bon état général. Mais au sein de ce groupe de patients, nous aurons des malades qui ont peu de nodules, qui ont une fonction hépatique préservée et qui ont un bon flux portal, sans tripette, sans thrombose. Et nous aurons de l'autre côté des malades qui ont des CAC du feu, infiltrants au bilobère. Ceux-là, aujourd'hui, doivent aller directement à un traitement systémique. Ce n'est même pas la peine de faire de la chimio-embolisation chez eux. Vous n'allez pas gagner en matière de survie. Et il y a ceux qui iront à ce traitement systémique après un premier passage par chimio-embolisation. Moi, je trouve que ce schéma est essentiel. C'est Kudo, c'est l'école japonaise, et ils ont stratifié ce groupe de patients dans le stade intermédiaire. Et aujourd'hui, au sein de ce groupe, et toute l'école américaine a suivi, les malades
Au sein de ce groupe, il y a ceux qui sont bons pour la chimio-embolisation, il y a ceux qui ne sont pas bons à la chimio-embolisation. Et ça serait un dommage d'aller faire une première et une deuxième chimio-embolisation chez un malade chez qui on sait pertinemment que ça ne va pas marcher, ou surtout, la fonction hépatique va se dégrader au fil des chimio-embolisations qu'on fait. Theiss, bon candidat, c'est celui qui est dans APT7, ça c'est Mazafero, 6000 ans. C'était fait pour la transplantation, mais ça a été pris il y a même un consensus qu'on appelle APLE, A2PLE, qui a validé ce schéma. Vous avez un CAC, APT7. Ça veut dire quoi APT7? Vous prenez la taille du plus grand et vous ajoutez le nombre. Si vous êtes à moins inférieur ou égal à 7, vous êtes bon. Vous êtes bon candidat à la chimio-embolisation. Il faut calculer votre ALBI et votre ALBI modifié pour savoir est-ce que vous êtes 1, 2A, 2B ou 3. Vous êtes un ALBI 1 ou un ALBI 2A, vous êtes excellent pour la chimio-embolisation. Vous êtes un ALBI 2B, attention, vous êtes boiteux. Un ALBI 3, jamais vous souhaitez une chimio-embolisation à un malade. Et bien sûr, le nombre de nodules. Et vous voyez, vous avez un nombre de nodules bien limité. Si vous avez de l'autre côté des nodules multiples, et notamment lorsqu'ils sont confluents, si vous avez une forme infiltrante, et si vous avez une forme macronodulaire avec des nodules feuilles autour, vous êtes un mauvais candidat à la chimio-embolisation. D'autant plus si vous avez un ALBI qui est 2B à ce moment-là, et si vous êtes hors APT7, c'est-à-dire vous avez la taille du CAC plus le nombre, vous êtes à 9, vous êtes à 10, vous sortez des bonnes indications de la chimio-embolisation, et vaut mieux partir, et voilà les aspects en image, vaut mieux partir à un traitement systémique. Voilà cette approche rationnelle basée sur, bien sûr, un suivi d'un certain nombre de malades. Je vous donne un exemple. C'est une étude qui a été publiée en 2019. Ils ont pris des CAC au stade intermédiaire et qui sont pas de bons candidats à la chimio. Et lorsqu'ils ont traité stratifié de groupe, chimio-embolisation versus thérapie systémique, eh bien, le résultat était meilleur chez les malades qui ont eu un traitement systémique. Le pourquoi? Ce n'est pas le tumoral, c'est la dégradation de la fonction hépatique au fil des temps, avec les sondes de chimioalation que vous mettez en place chez un malade qui est ALBI 2B. À ce moment-là, vous perdez en matière de réserve. Et maintenant, je prends l'ASLD 2023, voilà les indications du traitement systémique au cas d'un stade intermédiaire. Contre-indication au traitement loco-régional, bien sûr, ça c'est facile. Pas de réponse objective au traitement régional. Comment doit-on l'évaluer? Sur quels critères? Ça, c'est important. Pas de réponse objective. C'est quoi ça? Il faut qu'on en discute. C'est important. Pour savoir qu'on discute, je dis, j'arrête, je fais autre chose. 3, progression sous traitement. Et bien sûr, l'aggravation de la fonction hépatique, ça, c'est le child, le MELD et l'ALBI. Vous avez un malade, vous avez fait une première séance de chimio-embolisation, vous évaluez la fonction hépatique, vous trouvez qu'elle est passée donc d'un ALBI 2 à un ALBI 3, vous arrêtez. Vous êtes ALBI 2A, il passe en ALBI 2B, vous arrêtez. Et voilà, qu'est-ce qu'on entend par échec et quand est-ce que je vais passer à autre chose après une séance de chimio-embolisation. Je fais ma première séance, il n'y a pas de réponse complète. Mon malade est toujours child A ou un bon B, on accepte jusqu'à B8. Il est stable, on peut faire une deuxième. Je fais ma deuxième, j'évalue avec un scanner ou une IRM que je ferai à 4 mois. Et vous voyez que malgré ce que vous faites, plus de 50% de tissu tumoral est toujours là. Ça veut dire que vous êtes Theiss réfractaire, c'est-à-dire vous ne répondez pas, vous êtes un mauvais répondeur à la chimio-embolisation. Il ne faut pas s'acharner, vous allez perdre du temps et vous allez détériorer la fonction hépatique et vous n'aurez plus la possibilité de prescrire un traitement systémique. C'est important. On ne peut pas prescrire un traitement systémique chez quelqu'un qui est child C ou ALBI 3. Pas possible. On ne pourra pas supporter. Donc, vaut mieux intervenir avant. On considère qu'il y a progression sous un traitement par chimio-embolisation lorsqu'il y a une invasion vasculaire en dehors du site et lorsque vous avez des métastases à distance. Là, bien sûr, vous allez passer un traitement systémique. Donc, voilà les deux situations. On passera à un traitement systémique lorsque j'ai commencé par une chimio-embolisation. Le mieux serait de ne commencer par une chimio-embolisation que lorsque j'ai fait bien mon tri selon ce schéma et c'est ce que je fais moi, dans ma pratique. Nouvelle. Janvier 2024. Janvier 2024, c'est Riccardo Lisioni de PIDS qui présente cet essai. C'est l'essai fameux, il fait la une aujourd'hui, c'est Emerald 1. C'est quoi? Jusqu'à présent,
on a toujours voulu associer la chimio-embolisation à quelque chose pour améliorer les résultats. Ça fait 20 ans qu'on le fait. 0 résultat. Échec, de échec et de échec. C'est la première fois qu'un essai phase 3 est positif, traité par la chimio-embolisation, associé Durva, Beva, c'est de l'immuno, avec un anti-angiogénique que vous connaissez, c'est le bevacizumab, ce qu'on utilise dans les cancers du côlon, par exemple. Cette étude est positive pour la première fois. Vous avez ici la survie à 18 mois, 43 versus 28. Et vous avez le taux d'objectif, de réponse objective, 43, 29. C'est une fenêtre qui s'ouvre. Je ne dis pas que c'est une pratique, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Mais croyez-moi, il y a aujourd'hui 2 études en cours. Emerald 3 et Emerald Y90. La première, il évalue la radioembolisation associée au traitement systémique. Et la deuxième, il évalue la chimio-embolisation associée à la fameuse bithérapie durvalumab. Donc voilà une piste qui s'ouvre. On attend les essais en cours. Il y en a 2 qui vont venir. Et on attend aussi, ça c'est une analyse intérimaire, il faut qu'on attende l'analyse finale. Mais quand même, c'est quelque chose de nouveau. J'arrive à ce que vous savez déjà. Le traitement, et là je vais avancer rapidement parce que c'est des choses que vous connaissez. C'est le traitement dans les stades avancés. C'est ce qu'on a fait en 2007 avec le sorafenib, qu'on a fait par la suite avec le lenvatinib, qu'on a fait par la suite avec, aujourd'hui, l'association Atezo-Bev. C'est ce que nous faisons au Maroc, c'est ce que nous avons au Maroc. Sora, Linva, Atezo-Bev. Voilà ce qui est disponible au Maroc. Le grand problème, c'est que le seul médicament remboursé au Maroc, et ça je le crie haut et fort, c'est le sorafenib. Le lenvatinib n'est pas encore remboursé et l'Atezo-Bev, il faut vraiment prier pour pouvoir avoir le remboursement. Et on fait les rapports, premier rapport, la première commission, et finalement, on a eu des remboursements. On a eu des remboursements pour les malades qui nécessitent. Mais ce n'est pas encore le Linva. Je ne parle pas de la CNOPS, je parle de l'ANAM. Ça se présente au niveau national. C'est tous les organismes, en dehors de quelques-uns privés, qui remboursent. L'Atezo-Bev coûte 90 000 la séance, mes amis. Et il faut la faire tous les 3 semaines. C'est coûteux, c'est énorme pour la bourse d'un Marocain moyen. Même s'il est un peu plus de la moyenne, il ne pourra pas. Donc, on attend avec impatience que ces médicaments soient remboursés. Voilà l'historique de la thérapie systémique. Vous voyez, on est perdu. Nous avons en première ligne 1, 2, 3, 4, et je vous dis qu'il y a une 5e. En deuxième ligne, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Et depuis 2017, de 2007 à 2017, c'était silence radio. Et depuis 2017, les vannes se sont ouvertes, la recherche a avancé. Et tant mieux pour nos malades. Et tant mieux pour nos malades. Et je dis tant mieux pour nos malades parce que c'est vraiment efficace. Je parle d'Atezo-Bev. J'ai des malades, réponse complète. J'en ai traité 23. Je suis ravi des résultats. C'est pas mal de malades lorsque les profils sont bien sélectionnés. Bien sûr, je fais ça avec mes amis oncologues. Il y a cette toute nouvelle association qui nous vient de Chine. Elle a atteint ses objectifs. C'est l'association Camré-Rivo, pour faire simple. Et vous voyez les résultats en matière de survie, c'est positif. Il est en cours de vérification et de review par le FDA. Et je suis sûr et certain que l'AMM tombera cette année. Et on aura en plus une 3e possibilité thérapeutique, Atezo-Bev, Trémudurva. Et on associe, maintenant la 3e, c'est Camré-Rivo. Tout ça, c'est de l'immunothérapie. Donc, les possibilités thérapeutiques sont en train d'exploser. Il faut qu'on choisisse la meilleure pour nos malades. Voilà la meilleure pour nos malades. C'est ASCO 2024. Les guidelines ASCO viennent de sortir. Et j'ai fait la synthèse. Il vient d'être publié, ASCO 2024. Child A, bon état général. Première ligne, c'est Atezo-Bev. Ils avaient, dans les anciennes, Durvalumab était en 2e ligne. Ils les ont mis sur le même pied d'égalité. On disait Atezo-Bev. Si jamais on ne pourrait pas, parce qu'il y a des varices qu'on ne peut pas traiter, ou il y a un risque hémorragique, ou il y a une thrombose récente, ou, ça je vous envoie bien sûr aux critères des contre-indications, vous mettez le Durvalumab. Maintenant, Durvalumab et Atezo-Bev sont sur la même pied d'égalité. Vous choisissez l'un ou l'autre. Mais si vous choisissez Atezo-Bev, obligatoirement, vous devez regarder les varices. Jamais de traitement par Atezo-Bev chez quelqu'un qui a un risque de saignement ou chez quelqu'un qui a un risque thrombotique ou il a fait une thrombose dans le passé récent. C'est important.
ligaturé, traité par bêta-bloquant, faites ce que vous voulez, mais le risque hémorragique est important. C'est pas à cause de la TESO, c'est à cause de BEVA, un anti-angiogénique, et ça c'est connu comme effet secondaire à tous les anti-angiogéniques en cancérologie. Vous n'êtes pas un bon candidat à immuno, c'est-à-dire à atezo-bev ou à durvétrimie. À ce moment-là, vous passez au TKA, aux inhibiteurs tyrosine kinase, c'est-à-dire on va se rabattre sur le classique sorafenib, sur le classique lenvatinib ou sur la durva en monothérapie. Vous êtes un malade child B. Vous voyez, il faut qu'on soit un child A pour faire traitement systémique. Inclure l'albi, inclure le MEL. Vous choisissez mieux. Je termine dans peu de temps. Child B, vous ne donnez pas le atezobeva, c'est pas possible. Vous ne donnez pas durvatrimib, c'est pas possible. Et voilà votre option thérapeutique. Ça sera Sora, Linva. Les deux autres, c'est option. Mais première, c'est Sora, Linva. On peut donner le niveau avec, c'est une étude phase 2, malheureusement, où il y a eu l'AMM. Pimbro, je pense que c'est bon. On a eu 3 malades sous Pimbro, bonne réponse. Et le Durva, donc je n'ai pas l'expérience personnellement. Ces résultats sont basés sur des études phase 3 qui ont été positifs. Voilà comment choisir entre les deux. On choisira durvatrimib lorsque le malade a un risque de saignement, lorsque là, une thrombose. Pourquoi? Parce qu'il a le BEVA. Il n'a pas de risque de saignement, il n'a pas de thrombose, vous utilisez l'un ou l'autre, c'est votre choix. Les contre-indications, c'est essentiellement la maladie auto-immune et la TH pour donc l'immunothérapie. On ne fait pas d'immunothérapie chez les malades transplantés. Et lorsque vous voulez traiter par la BEVA, attention, évaluez le risque hémorragique, très important, et regardez la protéinurie. Et bien sûr, avant atezobeva, cherchez les varices, les traiter. Et sinon, vous faites durvatrimib. Pourquoi le sorafenib et le Linva première ligne? Et c'est phase 3, Sharp dans sa forme européenne, américaine, dans sa forme asiatique, positive. Et bien sûr, le réflexe pour le Linva. Comment on fait le choix entre Linva et le Sora? Eh bien, le Linva, dans une étude, a montré qu'il n'est pas inférieur. Sinon, il est mieux. Et je porte la responsabilité de ce que je dis. Et on donnera le Linva chaque fois qu'il y a une extension. On donnera le Sora chaque fois qu'il y a une extension portable, un envahissement biliaire et lorsque le volume tumoral dépasse 50. Dans les autres cas, on va voir les effets secondaires. Quand est-ce qu'on va passer d'un traitement systémique à un autre? Traitement de deuxième ligne. C'est lorsque le premier ne marche pas. C'est-à-dire progression. Ou le malade n'en tolère pas. J'ai donné atezobev, ça ne marche pas. Évaluation à 3, ça ne marche pas. Ou le malade, bien sûr, a fait un effet secondaire grade 4. Sachez que les malades qui font plus d'effets secondaires, ce sont les malades qui bénéficient le plus. Mais il ne faut pas que ça soit un effet secondaire grade 3, grade 4. Un effet grade 1, grade 2 est bénéfique. Il a été démontré dans toutes les études sur l'immunothérapie ou sur les inhibiteurs de tyrosine kinase. Ce sont les malades qui font les effets secondaires. Par exemple, pour le Sora, on le sait, celui qui fait syndrome main-pied, il répondra mieux que celui qui n'en fait pas. Ça, c'est classique, c'est un classique des classiques. Mais il ne faut pas que ce soit un effet secondaire délétère qui va détruire tous les bénéfices après. Un malade guéri mais mort. Non, on ne veut pas d'un malade guéri mort. Voilà ce que je vous propose selon les dernières recommandations de l'ASCO 2024. Bien sûr, c'est les toutes dernières. Vous avez échec ou progression atezobev, vous donnez sorafenib ou lenvatinib. C'est ce qu'on fait au Maroc. C'est Sora, Linva. Vous pouvez aussi donner un niveau EPI ou durvatrimib, c'est-à-dire je peux passer d'une immunothérapie à une autre. C'est permis. Ça n'a pas été permis avant. L'ASCO l'a autorisé. On peut récupérer des malades qui n'ont pas répondu à atezobev par durvatrimib. Vous avez échoué à durvatrimib. Vous faites Sora, Linva. Ce que nous avons, donc, nous avons, alhamdoulilah, le traitement de première ligne, nous avons le traitement de deuxième ligne. Vous pouvez aussi passer d'une immunothérapie à une autre. Échec à durvatrimib, vous pouvez passer à atezobev. Vous avez échec à Sora, Linva. Ce que je fais aujourd'hui, et je vous dis, je passe à cette troisième ligne, à cette case. Un malade qui n'a pas eu la chance, où là j'ai mis de sorafenib, de temps on n'avait pas atezobev. Eh bien, je demande à ce que ce malade soit traité par atezobev. Il n'a pas eu la chance d'être traité par atezobev. Quoique je serai en deuxième ligne. Donc, je pense que c'est une excellente pratique et je la fais et ça paye. J'ai eu du sorafenib, bonne réponse. Il a progressé et je peux revenir à atezobev maintenant qu'on a l'AMM. Voilà, et ça a été autorisé par l'ASCO dans sa dernière version actuelle. C'est autorisé de le faire et je pense que c'est ce qu'il faut faire avant d'aller
à rigorafinib, que je n'aime pas beaucoup, cette molécule. Je ne sais pas quel laboratoire il l'a fait. Elle est très toxique. Je l'ai essayé chez 7 malades. Ça ne marche pas trop. Troisième ligne, c'est une discussion au multidisciplinaire. Pour le CAC, surfois de métabolique, sur la mâche. Il a ses caractéristiques, on ne dit pas, c'est un autre débat. Souvent, il y a des CAC surfois non cirrhotiques, ça, il faut le savoir. Mais je voudrais arriver à ça. Je suis désolé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le message, c'est que plusieurs études ont montré ça. Ont montré que l'immunothérapie ne marche pas sur les CAC d'origine non virale. Il marche essentiellement sur le B, sur le C. Ça ne marche pas sur le métabolique. Est-ce que cela est vrai? Ça, c'est une étude et ça fait la une. Et voilà, l'ESMO en 2022, il le dit clair et net dans un papier. European Society of Medical Oncology. Eh bien, attention, la vérité scientifique, sa durée de vie est très courte. Voilà une excellente méta-analyse où on dit le contraire. On dit que, c'est vrai, dans les premiers essais, l'immunothérapie ne marchait pas sur les CAC d'origine non virale. Et bien maintenant, sur les essais, surtout Himalaya, l'étude qui a montré que ça marche aussi, et c'est le Trimidurva qui paraît être la bonne association chez ces malades. Je voudrais terminer pour vous dire, attention, bien évaluer vos malades avant de décider. Décider en multidisciplinaire, vous voyez que c'est devenu complexe. Hépatologue, oncologue, radiothérapeute, chirurgien, radiovasculaire, radiologie interventionnelle. Et bien sûr, le champ ne cesse de s'étendre. Les molécules ne cessent d'apparaître. Le grand problème au Maroc et dans les pays émergents, c'est le problème du remboursement. C'est le problème du coût. C'est le problème du remboursement. Il faudrait absolument qu'on trouve une solution. Pas mal de malades comme Tezobeva n'ont pas accès aujourd'hui à cette molécule, à cette bithérapie dans plusieurs pays à travers le monde. Je vous remercie. Désolé, c'est assez complexe, j'ai essayé de résumer au max. Merci. Très complexe. Merci, professeur Benezos, pour cette revue des indications des traitements systémiques du carcinome hépatocellulaire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais j'aurais une petite remarque et une question. Par rapport à la remarque, donc c'est concernant l'indication, vous avez parlé des indications de la Tezobeva en adjuvant. Vous avez effectivement cité l'Imbrave. C'est juste pour insister sur le fait qu'actuellement, malgré les résultats de cette étude, ce n'est pas du tout une recommandation. Non, et que là, il ne faut absolument pas envoyer les patients. Le seul pays qui a fait une recommandation, c'est les États-Unis, c'est l'ASLD précisément. Et tous les autres, que ce soit dans le TNCD, trésoriste français, que ce soit dans le CNC, c'est-à-dire le grand consortium des oncologues au niveau mondial, c'est quelque chose qui n'a pas encore été pris comme indication. Mais madame, c'est une étude quand même qui est positive. C'est important. C'est un besoin parce que 70% vont récidiver, même si vous les opérez. 70%, 50 à 70% vont récidiver. C'est un échec. C'est comme le cancer du pancréas. C'est pourquoi on fait le néoadjuvant dans le cancer du pancréas. Je n'ai pas parlé du néoadjuvant dans le CAC. Je peux en parler s'il y a une question, parce qu'il y a quand même des études. On peut faire aussi le néoadjuvant, c'est des études, c'est pas encore validé. Mais il y a des résultats positifs probants. Donc actuellement, on le prescrit non, toujours c'est pas une recommandation. Ni en post-opératoire, ni en post-chimioembolisation. C'est pas une recommandation. Ma question, c'est par rapport au saignement qu'il faut essayer d'éviter, qu'il faut gérer avant déjà, en préventif, avant de commencer la Tezobeva, donc le risque de saignement lié au bevacizumab. Exact. Alors, ma question, c'est, quand vous trouvez des varices, comment vous les gérez? Par bêta-bloquant ou par ligature? Et au bout de combien de séances de ligature, si c'est la ligature, vous autorisez le patient à commencer l'immunothérapie? Là, je vais parler sur le contrôle de mon ami professeur Bureau. On revient aux indications Baveno 7, c'est-à-dire les indications des bêta-bloquants et les indications de la ligature. Vous savez aujourd'hui donc que quand même les bêta-bloquants, notamment le carvedilol, il offre quelque chose de mieux par rapport à la ligature. Vous savez, c'est la prévention de l'acide chez le cirrhotique. Donc moi, j'aurais aimé mettre du carvedilol chez ces malades pour faire d'une pièce deux coups. C'est-à-dire, je préviens l'hémorragie et je préviens la décompensation, notamment acidique. Ça a été démontré, ça réduit de 30% le risque de développement d'une acide. Donc je ferai médicaments, sauf s'il y a des signes rouges, de grosses varices, et il y a un risque de rupture, je le ligature et je démarre mon traitement rapidement, parce que non plus, il ne faut pas trop attendre, parce que la maladie va évoluer en tout temps. Est-ce qu'on fait une seule séance et on commence le Non, une seule séance et je démarre. Une seule séance et je démarre. Une seule séance de ligature et je démarre
mon athésobène. Sinon, s'il y a un risque hémorragique important, madame, ça va être très dur, va. Ou on n'a pas ce risque. Ou on n'a pas ce risque, c'est important. S'il vous plaît, une question, Monsieur Boursi. Oui, plus qu'une question, un commentaire sur la discussion à propos d'Imbrav et le traitement néoadjuvant. Là, je prends ma casquette à FEF. Donc, on va bientôt sortir nos recommandations. Donc, effectivement, je rejoins tout à fait. L'étude est positive. Bon, après, il faut savoir que les courbes de survie se rejoignent. Il y a encore des patients en cours de suivi. C'est un très, très bon signal. Mais alors, nous, à la FEF, dans les recos, compte tenu du fait qu'on n'a pas encore la totalité des résultats de l'étude et qu'il y a d'autres études en cours, ce ne sera pas recommandé, mais à surveiller entièrement d'accord avec vous de très très près parce que c'est une piste intéressante. Ça a été très bien précisé dans le Trésorier. Cette étude a été signalée comme quoi il est en cours et il faudrait attendre les résultats. Ouais, parfait. Entièrement d'accord. Parfaitement d'accord. Très bien. Abrani. Merci Sylvain Azus pour cette belle présentation. Juste à propos du remboursement. Comme tu sais, le remboursement, c'est pas l'affaire d'une personne. Non, c'est pas l'affaire d'une personne. Il faut que la SMAD, il faut que la GPC prenne les choses en charge et fasse un rapport. Parce qu'une personne, ça ne veut rien dire. 2 personnes, même 10, il faut que ça vienne d'une association. Juste un petit détail, je ne l'ai pas dit, et je parle sous le contrôle de Monsieur le Président de la SMAD. Nous avons fait le référentiel CAC, il est fait. Et c'est une excellente chose pour notre pays. Toutes ces associations, toutes ces nouvelles thérapies, dans ces formes validées, sont dedans. Donc, la balle n'est plus chez nous. La SMAD a fait son référentiel, il est déposé, je ne sais pas est-ce qu'il a été déposé ou pas. Nous avons travaillé en multidisciplinaire, les oncologues, les chirurgiens, les réanimateurs, les radiologues. Nous avons fait un travail colossal. C'est un document qui est fait. C'est une étape très importante. Très Ce document est très important. C'est une première étape. Si on veut le remboursement, il faut revenir à la charge et préciser. Parce qu'on voit beaucoup. Pourquoi? Si le sorafenib est remboursé, il n'y a pas de raison que notre médicament qui est efficace ne le soit pas. Exact. Donc, la balle est toujours dans le camp. Il faut qu'on milite. Il faut militer. Il faut que les patients aussi militent. Moi, ce que je fais maintenant, je suis désolé, je le dis en public. J'ai dit écrivez une demande au directeur de l'ANAM. Je le dis, tous mes malades qui ont besoin de ça, je leur demande moi, je fais un rapport et je dis aux malades, tu fais une demande écrite. Tu es un adhérent, c'est tout ça, c'est pas juste la CNOF, c'est tous les organismes. Je dis aux patients, écrivez, sollicitez l'ANAM pour qu'on puisse vous donner la possibilité de faire. C'est la seule chose aujourd'hui, c'est mettre de la pression de cette manière. En attendant que la Commission de transparence nationale fasse l'effort et le met comme étant donc un médicament remboursable. Monsieur le professeur Benazou, je te félicite chaleureusement pour ton excellente intervention, mais en plus, le fait que les algorithmes, c'est pas de la Bible, c'est pas le Coran, il faut de temps en temps les secouer et les actualiser. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. Félicitations. Merci.